Bonsoir. Ce samedi 20 février, la mission Initiative citoyenne pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire a fait une déclaration au nom de Laurent Gbagbo. De quoi était-il question? Quels sont les objectifs de ce mouvement? Les réponses en tout début d'émission. Toujours pas de carte nationale d'identité pour des millions d'Ivoiriens. Entre les retards de production, les difficultés de production, de nombreux concitoyens n'ont toujours pas reçu le précieux document. Que dit l'Office national de l'état civil et de l'identification à ce sujet? Nous y reviendrons. Une fausse rumeur annonce le décès du président de l'Assemblée nationale hier. La nouvelle de la mort d'Amadou Soumao a fait le tour de la toile, le démenti du gouvernement et les différentes réactions en cours d'émission. Et ce soir, il sera question de santé, plus précisément de cardiologie. Nous aurons avec nous l'imminent professeur Ngueta Carolan. Il est professeur de cardiologie à l'université Félix Houphouët-Boigny, chef du service cardiologie interventionnelle à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Débats et analyses, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. On dit bienvenue. Oyez, on est très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine, c'est un nouveau parcours, c'est une nouvelle aventure que nous entamons en votre compagnie. Merci d'être tous les jours plus nombreux. On nous l'a dit, on nous l'a signalé, votre nombre est chaque jour plus grand. Et ça nous va droit au cœur. On parlera de cardiologie aujourd'hui. Donc vous comprenez que toutes nos expressions seront liées au cœur. Tiens, à ce propos, vous avez des expressions de cœur? On fera le tour tout à l'heure. Bonsoir, monsieur Kouachi. Bonsoir, oui. Comment allez-vous? Bien votre week-end? Super bien. Génial. Super bien. Vous aviez le cœur à la tâche? Le cœur à la tâche, oui, le cœur y était en tout cas. Et c'était très, comment vous dire, le cœur y était. Voilà. Très très bien. Je vais chercher une autre expression. D'accord. Voilà, parce que là, Okay. vous me prenez. Bon, parce que si vous répétez le cœur à tâche, ouais. Madame Bleu, je vais. Comment allez-vous? Oui, très bien. Et toi-même? Ah, super. Votre week-end, il était certainement divin. Donc vous étiez Sacré-Cœur. Ah, tu as essayé, tu as forcé un peu, oui, mais un peu ça, Sacré-Cœur, oui. Vendredi Saint, c'est le premier, après il y a le carême oui, chrétien, catholique, effectivement. Donc c'est un week-end reposant et mon cœur était au repos. Oh, voilà, tranquillement. très bien. Apaisé. Très très bien. Le cœur apaisé. Ouais. On va le retenir. Madame Diallo, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Brice, ça va et toi? Très très bien. Très bien. J'imagine que vous aviez un week-end où vous avez tout fait de bon cœur. Oui, et surtout avec le cœur. Je savais qu'elle allait sortir. C'est sûr. J'attendais trop que tu me parles, tu vois, j'allais placer ça avec le cœur. Avec oui. le cœur. Oui. Très très bien, ça me fait penser à quelqu'un. Oui, aussi. Bon, c'est dire qu'on a tous un cœur solide et en pleine forme pour représenter ce qu'il y a de mieux à nos téléspectateurs. Je peux rajouter une expression aussi Oui, que j'aime oui, bien. oui. Gros cœur mange pas richaud. Par rapport à mon week-end, oui. Très très bien. Gros cœur mange pas les choses. C'est visé? La personne aura compris? Pas du tout, ouais. Sur ce, on est très très heureux. On a le cœur dans la joie de recevoir celle qui, pendant quelques jours, était en congé. Elle nous rejoint avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'amour. On reçoit notre chère petite fourmi. Rana Lassi, elle est de retour parmi nous. Je dis pas ta musique. On applaudit un peu quand même, on applaudit. Voilà, quand même, c'est un événement. Ouais, c'est vrai, il manque la musique quand même. Comment allez-vous, très chère petite fourmi? Bonsoir à tous. Je suis Bonsoir, tellement Elena. heureuse d'être là. Oui, tu nous avais Tellement manqué. heureuse d'être là. C'est un ouf de soulagement. On a vu vos photos, vos vidéos, vos interventions. On a tout vu. Vous avez tout vu, hein? Oui. Super. Moi aussi, j'ai tout vu. Et moi, j'ai noté les différentes de votre tour. D'accord. Très C'est un plaisir. très bien. Le sourire, franchement, vous êtes magnifique, vous êtes radieuse. Ouais. Merci Très bonne énormément. ligne. Et je vous regarde. Mais c'est beau hein, de se mettre dans la peau du téléspectateur et puis de regarder. Vous êtes magnifique. merci. Hein, c'est. Bon, on va vous laisser là toute seule. On va aller voir comment ça se présente de l'autre côté. Alors, vu que vous êtes là, et puis ça nous a un peu manqué quand même, votre petite info. Bah oui, Tout qui de dit suite dans le petite bain. fourmi, dit petite info. Ouais. Et puis pour ce soir, la petite info, on va parler d'un voleur, donc un homme qui tente de cambrioler une voiture, mais qui reste collé à celle-ci. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les faits se déroulent dans le quartier d'Aboboté, on va dire dans la nuit du 19 février. Lors d'une patrouille du commissariat du 34e arrondissement, eh ben, l'équipage aperçoit un homme d'allure un peu suspecte
qui est en train d'essayer de détacher sa main, on va dire, du phare. Du clignotant, du phare gauche de la voiture. Donc l'équipage s'approche naturellement pour essayer de l'aider avant de comprendre ce qui se passe justement, mais ils n'y arrivent pas et c'est sans succès. Donc c'est le commissaire qui descend, qui va réveiller le propriétaire du véhicule puisque c'était garé devant sa maison. Et donc quand le propriétaire vient, il commence à faire des incantations, des prières, et puis finalement le présumé voleur est libéré de ce qu'on va qualifier de sort ou de basse, comme on dit ici. Voilà. Et en ce moment, le voleur est derrière les barreaux en attendant de passer devant le tribunal. On l'accuse de quoi? Tentative de vol? Ça, on attend de voir. En tout cas, une chose est sûre, Abidjan est risqué. On voit qu'on est prêt à tout maintenant pour garder ce qui nous est cher. Je pense qu'on peut lui faire appel pour... la main de fer? La main de fer. Ah, c'est excellent ça. Les participants. Après, je ne comprends pas pourquoi sa main reste collée sur le phare, en fait. Moi, j'aurais bien compris au niveau des poignets, mais... Non, parce qu'il essaye justement d'arracher. Tu sais, cher. Mais oui, de temps en temps, ils prennent quelques pièces et puis ils vont revendre comme ça en détail. Moi, j'ai remplacé le phare de ma voiture le week-end, c'est-à-dire dimanche. Ça coûte cher. Ça coûte bonbon, il faut le Non, mais moi, je vous écoute et personne... Enfin, vous semblez tous être d'accord sur le fait que ces pratiques-là existent et marchent. Personne n'émet de doute. On est dans le monde du visible. On est dans le monde du visible, de l'invisible. De toute façon, il y a l'invisible. Et c'est factuel, c'est factuel ce qu'elle raconte. S'il vous plaît. Si ça fonctionne. Il y a forcément une explication rationnelle. Forcément. Je n'y étais pas, j'étais pas là. Ils ont son véhicule et ils n'ont pas réussi à décoller. Non, ils auraient Je su sais pas, que il y a c'était peut-être de la glu. Non, pas du tout. Je sais pas. Mais il y a forcément une explication n'aurait pas fait rationnelle. C'est pas l'objet des de la incantations qui font que... S'il y a des policiers, s'il y a des agents assermentés qui étaient sur place et qu'il y avait des gens dignes de confiance, des témoins qui ont raconté tout ça, même chose, Serge, on ne peut pas dire que c'est pas véridique. Les policiers ont dit que le propriétaire des Antilles a fait des incantations et puis la main du monsieur était collée. Ben oui, c'est de source. Mais oui, bien sûr. C'est l'objet de l'article. Moi, il y a un truc très simple. Quand on fait des incantations et qu'il est délivré, c'est qu'il y a quelque chose qui il doit forcément en avoir une. Très bien. Bon, après, on croit en Dieu, on croit à des choses qui ne sont pas à côté de nous. Donc, si tu ne crois pas au surnaturel, après, il faut il y a le visible et l'invisible, c'est connu, Serge. Il y a surtout... Et puis on en a Il y a surtout les infos. Et ça, c'est vous terminez. Il y a surtout, balai, c'est pas moi. pas mal. On va démarrer notre parcours avec la nouvelle lycée d'ailleurs dans le live. Et puis on va commencer par... On parle carte d'identité? Oui, on va Très parler bien. de carte d'identité parce Oui. que la population est en train de s'impatienter. Oui. Eh bien, c'est le 16 février dernier que l'Office national de l'état civil et de l'identification a fait paraître un communiqué dans lequel on a pu lire les centres sont dorénavant ouverts les samedis de 8h à 15h. De quel centre est-ce qu'on parle? C'est de tous ces centres qui aujourd'hui sont ouverts pour accueillir la population, pour pouvoir mieux traiter la demande et surtout la distribution des cartes nationales d'identité. Eh bien, l'ONECI invite les personnes ayant reçu un message ou un appel de ces services à se rendre dans le centre indiqué pour le retrait de leur CNI. Eh bien, moi, ce qui a retenu mon attention, ce n'est pas spécialement le communiqué que j'ai pu lire sur leur site internet, mais c'est les réactions de certains usagers et internautes, notamment deux, où, alors le premier, que je vais garder l'anonymat pour chacune des réactions, explique que depuis le 20 août 2020, il avait rendez-vous, mais ça a été sans suite. Il n'a toujours pas pu retirer sa CNI. Et puis le second explique que son rendez-vous était prévu depuis le 17 janvier 2020, donc ce qui fait plus d'1 an, et rien jusqu'à présent. Et il dit, je cite, « Sciencez pour nous aussi, s'il vous plaît ». Donc en tout cas, l'ONECI, il faut rappeler qu'en lançant l'enrôlement pour les nouvelles cartes d'identité nationales, il y a 1 an, visait 11 millions à peu près de personnes enrôlées. Eh bien, on regarde, il y a un contraste et la population en souffre. Et le contraste est que en ce moment, c'est seulement 2,5 millions d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui ont pu se faire enrôler. Et sur ces 2,5 millions, c'est seulement 1 million, un peu plus d'1 million de cartes qui ont été distribuées. Donc ça nous montre qu'il y a un réel dysfonctionnement, un réel problème, et ça ne se fait pas sans souci en tout cas. Les distributions sont entravées par ces dysfonctionnements, comme le montrent les réactions. Hein. On a de nombreuses personnes, de nombreux demandeurs de CNI justement, qui attendent ces SMS-là et qui ne les reçoivent jamais. Et pour ceux qui reçoivent des SMS, parfois on se retrouve dans des cas où ils vont justement aux locaux de l'ONECI qui est au plateau, et puis ils en ressortent toujours sans leur carte nationale d'identité. En tout cas, beaucoup de questions et d'inquiétudes sont soulevées.
Parmi ces inquiétudes, il ne faut pas oublier de noter qu'au soir du 30 juin 2021, les anciennes cartes nationales d'identité ne seront plus valables. Donc on se demande en attendant, ceux qui n'ont pas pu retirer les nouvelles, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles mesures sont prises. On sait aussi que le directeur général de l'ONESI avait annoncé que le volume actuel de production est estimé à 500 000 CNI seulement par mois et qu'il envisageait de faire doubler justement cette quantité de cartes à 1 million. Mais en tout cas, si on fait le calcul, il reste 4 mois avant le 30 juin 2021. 4 mois, donc ça reviendrait à 1 million, ça reviendrait à 4 millions, à défaut enfin, si on fait le calcul 1 million par mois, donc 4 millions, j'étais pas bonne en maths. Hein, si encore on considère qu'on double le volume de production, ne serait-ce que déjà à partir du mois de février, si on considère de mars d'ailleurs, parce que si on compte mars, avril, mai et juin, on est à 4 millions de plus les 1 million justement qui ont déjà été distribués, on est à 5 millions, on n'atteint toujours pas le quota des 11 millions de personnes enrôlées. Donc que vont faire ces personnes? Quelles mesures sont prises? On attend vraiment de savoir. À ce propos d'ailleurs, on a toujours cette invitation-là sur la table du directeur général de l'ONESI. On espère de tout cœur qu'en dépit de son emploi du temps très chargé, il trouvera le temps d'être sur ce plateau-là. Sur notre plateau, c'est une invitation pour essayer de justement d'apporter des réponses aux populations aux différentes questions qu'on se pose. Une chose est sûre, sur cette question-là, il y a quelque chose à éclaircir. Et je sais pour témoignage que certains collègues ont décidé de se rendre dans les locaux de l'ONESI parce qu'ils auraient reçu le fameux SMS. Mais l'affluence, on sait dans quel cadre sanitaire nous sommes, l'affluence était telle que c'était devenu inconcevable de pouvoir... C'est uniquement dans les locaux de l'ONESI au plateau qu'on peut retirer sa carte lorsqu'on reçoit le Aujourd'hui, comme ils l'ont annoncé, annoncé, on a différents centres qui sont ouverts dans le district d'Abidjan, mais justement c'est pour fluidifier, on va dire, optimiser le traitement de ces demandes. Ce serait que ce soit dans les centres où on a fait l'enrôlement, où on a fait la demande, ce serait idéal de faire ces retrait dans ces centres-là pour désengorger et le siège social de l'ONESI et peut-être les commissariats ou ce type d'endroit. Je pense qu'il y a effectivement il y a matière à éclaircir beaucoup de choses. Donc ce serait vraiment bien que monsieur le directeur de l'ONESI accepte cette invitation-là ou qu'il se fasse représenter parce qu'on a du mal à comprendre. Oui, parce qu'on avait noté, mine de rien, c'était juste avant les élections, donc l'enrôlement avait démarré. Je me rappelle les longues files qu'il y avait. Moi, je sais que j'ai attendu 3 heures dans un parking, dans un centre commercial pour pouvoir me faire enrôler. Il y avait un énorme engouement. Donc, est-ce que finalement, cet engouement n'a pas été peut-être finalement sous-estimé dans le traitement et la réalisation des cartes? Mais on note que certains, même qui ont fait leurs cartes depuis 1 an, j'ai vu un tweet tout à l'heure d'un internaute qui disait que après 23 mois il a reçu le SMS qui lui disait qu'en fait, il devait venir refaire sa demande de carte parce que sa carte a été égarée. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements à comprendre et on aimerait bien que le directeur vienne sur le plateau. Comme ça, parce que je pense que c'est déjà un droit, on va dire, des plus basiques pour le citoyen, donc il faudrait qu'on puisse avoir facilement accès à ça. Moi, j'ai une petite... j'aimerais rebondir sur sa crainte par rapport au délai. Je pense que ça sera un peu comme la TNT, un peu comme la liste de dépôt de candidature des législatives. Je pense qu'à un moment donné, ils vont prolonger cette date-là. Mais vu comment évoluent les choses, je ne pense pas qu'à la fin du mois de juin, qu'on puisse imposer justement cette non-validité. Ça a été prolongé 2 fois de suite, je pense. Non tel que les choses se présentent. Surtout avec Covid. Je sais qu'on a eu certains cas également où certains qui avaient la nouvelle carte pour des opérations bancaires, au niveau de certaines banques, on leur disait que on préférait l'ancienne carte d'identité vu qu'on n'a pas encore arrêté une date définitive. De toute façon, il y a toujours une période transitoire. Une sorte de suspicion. Un peu là comme maintenant là, pour les basculements. Une période de flottement. Voilà, il y a toujours on peut toujours, avec les anciens numéros, on va nous les diriger. Donc je crois qu'on va... en fait, c'est ce qu'on souhaite pour éviter qu'il y ait des... Voilà. OK. Sur ce, on va aborder un autre point en votre compagnie, Rabia. Oui. À l'approche des législatives, eh bien, on donne de la voix. Oui, effectivement. Non, j'ai juste évoqué votre prénom. Oui. Mais sinon, on peut parler
Je sais que oui, je pensais à moi. Vous avez déjà entendu, non mais je veux dire, je parle parce qu'elle est juste à côté de moi, déjà au niveau des préparatifs, vous avez constaté que les partis politiques se sont mobilisés, on en a parlé. Oui, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, justement, voilà, en recevant des futurs des candidats, et effectivement, et puis voilà. Donc, il y a tout cet engouement-là. Alors, plus précisément, une voix qui s'est fait entendre au travers donc d'une déclaration en date du 20 février par la mission Initiative citoyenne pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, qui parlait au nom de Laurent Gbagbo. Effectivement, le seul acteur qui n'est pas, on va dire l'un des seuls acteurs qui n'est pas avec nous sur le territoire ivoirien, mais qui, je pense, ne veut pas se faire oublier, donc a décidé par la voix de cette organisation que tu as appelée Mission Initiative Citoyenne pour des élections apaisées, en abrégé ICA-CI. Donc il a décidé de prendre la parole et de faire une déclaration en utilisant, en passant par l'honorable Bamba Massani, qui est l'ex-député de Port-Boué et président de cette mission. Donc l'objectif de cette déclaration, qui a été diffusée dans la presse, c'est de renforcer l'engagement en faveur de la paix et de la réconciliation et appeler à une responsabilité pour des élections apaisées. Donc c'est un message qui a été fait à l'endroit de toutes les parties prenantes au processus électoral, donc à quelques jours de ces législatives 2021. Donc en substance, la mission ICA-CI appelle notamment le gouvernement ivoirien à maintenir le dialogue avec l'opposition, d'une part, et en tant que garant de la stabilité sociale, à donner plus de gages en faveur d'un environnement électoral démocratique, pacifique, transparent et sécurisé. Elle s'adressait également au Conseil constitutionnel et à la CEI et leur a demandé de faire preuve de justice et d'équité dans l'exercice de leurs fonctions respectives afin de rassurer toutes les parties prenantes et toutes les populations sur la parfaite conduite des élections. Et aux partis politiques également, cette mission a demandé à ce qu'ils favorisent et poursuivent, tout en facilitant le dialogue avec le pouvoir, afin d'obtenir un environnement électoral apaisé. Et on va dire, voilà, avec les forces de l'ordre également, à jouer pleinement leur rôle républicain afin que chaque partie prenante aux échéances électorales ainsi que chacun des citoyens soit mis en confiance, se sentent concernés, équitablement sécurisés et protégés. Ils se sont également adressés aux responsables religieux et chefs traditionnels, également aux jeunes de tous bords politiques, en leur demandant de ne pas se faire instrumentaliser par les hommes politiques sous quelque forme que ce soit et de ne pas perturber l'environnement social et électoral. Et cette mission s'est également adressée aux chancelleries et organisations internationales qui sont présentes en Côte d'Ivoire. Donc, avec cette élection législative qui enregistre la participation de l'ensemble des groupements et partis politiques, on a vu le succès du dialogue politique qui nous a permis d'avoir finalement la participation de tous ces acteurs politiques. Cette mission a décidé de marquer son entrée dans une ère, a décidé en tout cas de marquer son entrée en prenant la parole, parce qu'elle espère une ère nouvelle de démocratie, de paix durable, de réconciliation, et elle espère que la Côte d'Ivoire va enfin rompre avec le cycle de 3 décennies de violence. Voilà. En tout cas, quand on entend le nom de cette mission, ce que tu es en train de nous expliquer va totalement dans la lignée de sa raison d'être. Après, est-ce que c'est un choix stratégique de communiquer justement ces recommandations au nom de l'ex-président Laurent Gbagbo? C'est la question qu'on se pose. Mais en tout cas, on est toujours dans cette atmosphère d'offrir des recommandations pour des élections apaisées. Et c'est ce qui est, après, je pense que c'est ce qui est positif. Voilà, il ne veut pas se faire oublier, de toute façon. Non, il ne veut pas se faire oublier. Il a les moyens de communiquer pour ne pas se faire oublier. Il n'est pas forcément obligé d'utiliser ce canal-là. Moi, j'ai été très intrigué. Est-ce que ce n'est pas le pont vers peut-être la création, pourquoi pas, plus tard, d'une fondation là, maintenant, je vais en élucubration. Oui, donc pourquoi pas, c'est possible, une fondation, parce que bon, c'est vrai que c'est un acteur politique majeur de la scène politique. Vous disiez tout à l'heure, c'est le seul qui n'est pas encore... Non, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais c'est l'un, j'ai dit l'un des seuls qui n'est pas présent en ce moment. Moi, je trouve qu'il ne s'exprime pas assez. En ce moment, je trouve qu'il ne s'exprime pas assez. Après, ça, c'est un choix stratégique, mais
On entend certains de ses partisans s'en plaindre de plus en plus. Et je pense qu'ils veulent surtout le voir revenir, en fait. Oui, mais déjà, moi, à l'entendre, ça fait un moment. Moi, je me suis toujours méfié des gens qui parlaient au nom d'eux. Effectivement. Parce que récemment, il y a eu une mission des gens qui parlaient au nom du COGEP de Charles Blé Goudé. Après, j'ai vu, on a reçu une note qui nous dit non, ces personnes-là n'ont pas été mandatées pour parler en mon nom. Des gens se sont levés, des gens sont levés pour porter les candidatures de Vincent Toby. Il a dit non, de toute façon, je n'étais pas au courant. Donc, à un moment donné, il faut que les gens. Il faut qu'on parle directement quand même. Donc il y a une question de crédibilité finalement, à votre avis, c'est ça? Oui. En tout cas, je pense que si... Après, la nature horreur du vide aussi, malheureusement. Après, moi, je trouve que dans tous les cas, étant un acteur aussi décisif sur le champ politique ivoirien, même s'il n'est pas là, avoir ce genre de message de sa part, après on ne sait pas si c'est vrai ou pas, nous met du baume au cœur en fait et rassure parce que c'est un message pour moi sage et responsable qui appelle à la paix et à la cohésion. Donc, et puis que ça vienne de lui ou que ça ne vienne pas de lui, c'est tout bénef pour lui, j'ai envie de dire. Voilà, appeler à l'apaisement, à des élections qui se déroulent dans le calme. Sans pour autant caresser dans le sens du poil, en disant effectivement, voilà, les missions diplomatiques, voici votre rôle, on vous le rappelle, les forces de l'ordre, voilà votre rôle. En fait, rappeler les rôles de tout un chacun, tout en étant quand même dans l'objectif de fédérer et d'avoir des élections apaisées, pour moi. Brice, je te sens un peu... Je pense qu'on attend de voir. Voilà, effectivement, dans les prochains jours, il n'y a pas de démenti. Voilà, s'il y a un démenti de sa part. Mais qu'est-ce qu'il dirait? Je n'ai pas dit ça. Je veux dire, on peut pas dire. Tu comprends? Juste qu'on attend. Oui, connaissant l'homme, je crois qu'il n'allait pas dire « je n'ai pas mandaté cette mission », il dit « je ne les ai pas envoyés ». Mais il avait cette phrase culte, hein, voilà. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc à ce moment, ont-ils été envoyés? Réponse dans quelques jours. Alors justement, parce que le prochain sujet, justement, je me permets de faire le pont entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Parce qu'il y a les fake news, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et récemment, je pense que le week-end, j'ai également reçu l'information, j'en avais été très triste d'ailleurs pendant un moment jusqu'à ce que ce soit démenti, cette fameuse rumeur de la disparition du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ben exactement, on a tous dû recevoir ce fameux message, justement transféré plusieurs fois, qui disait, je cite, Breaking news, donc le truc sensationnel, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, son Excellence Amadou Soumaoro, est décédé en Turquie. Union de prière pour le repos de son âme au paradis céleste. J'avoue que les deux derniers mots m'ont laissé un tout petit peu pantois, au paradis céleste. Après, si on annonce une mort en donnant même le lieu mort en Turquie, ça donne quand même... Je sais pas moi, breaking news et tout, moi j'y ai vraiment cru. Hein. Mais qui annonce? Justement, donc quelques heures après, un démenti a été apporté via le compte Twitter de l'ambassadeur Maurice Kouakou, qui a indiqué avoir échangé par téléphone avec le président de l'Assemblée nationale juste avant, de manière fraternelle et chaleureuse. Il précise également qu'il se porterait très bien et que sa voix était même chaleureuse et même, je cite, badine. Et qu'enfin, ils ont bien ri des rumeurs qui ont affolé la toile sur cette fausse mort et il a fini en lui souhaitant longue vie. Excusez-moi, mais ce n'est pas le seul démenti. De manière plus officielle, la cellule de communication de l'Assemblée nationale a apporté également un démenti et a indiqué le président de l'institution, et je cite, bel et bien vivant et séjourne en Turquie depuis quelque temps après l'invitation d'une personnalité de ce pays. Le retour du président a été justement annoncé pour les prochains jours. Donc ce fait qu'on rappelle tant d'autres, on se rappelle la mort annoncée le 8 novembre dernier en 2020 en pleine période électorale de Pascal Affi-N'Guessan, alors qu'il venait d'être arrêté dans la nuit du samedi au dimanche, du samedi 7 au dimanche 8, du vendredi 6 au samedi 7 novembre. Il n'y a pas que lui, il y a eu l'ex-président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, qui avait été annoncé pour mort en novembre 2019 et avant malheureusement son décès le 7 décembre de la même année. En décembre 2018, la rumeur avait aussi annoncé la mort de Mel Théodore, président de l'UDCI, qui est finalement décédé en juillet 2019. Alors, Michel Boiri aussi, on se rappelle, en décembre 2020. Je me disais, à quel moment vous allez prendre l'exemple de quelqu'un qui avait été annoncé, qui est toujours en vie? Mais oui, justement, j'ai voulu finir par ça, justement. Michel Boiri, en décembre 2020, annoncé pour mort, et lui-même, il a démenti sur sa page Facebook. Mais entre-temps, l'information a vécu, et c'est ce qui est dangereux. Alors aujourd'hui, pour moi, la question à se poser, c'est pourquoi cette pratique
prospère. Et donc, en réalité, c'est la question de la primeur recherchée de l'information, de cette exclusivité qui fausse justement ce process journalistique qui voudrait que l'information soit vérifiée avant d'être publiée. Mais au-delà de ça, les comptes personnels aussi, les groupes Facebook, les réseaux sociaux en général, sont aujourd'hui un canal de communication qui souffre, on le sait, d'un manque total de régulation et de contrôle. Maintenant, tout cela paraît très désespéré, mais on peut aller plus loin. Il faut savoir que quand on est victime de ces rumeurs et de ces fake news sur Internet, il y a un recours au niveau de la justice, selon un juriste qui dit qu'on peut valablement porter plainte au niveau de la police nationale. Et pour ceux qui, enfin j'imagine que les gens doivent être au courant, il y a une direction qui s'appelle la Direction de l'information et des traces technologiques, voilà, DITT, qui lutte notamment contre la cybercriminalité. Très bien. C'était la note d'espoir que je voulais quand même apporter. Exactement. Et vous disiez tout à l'heure, dans les raisons qui poussent, il y a effectivement la recherche des news qui fait que de temps en temps, on n'a pas le temps de les recouper. Mais il faut y citer également la vraie mauvaise foi de certaines personnes. Justement, parce qu'il y a un vrai besoin souvent de désinformer, de semer une forme de panique. Je pense que ça s'inscrit dans une sorte de stratégie aussi. Oui. Oui, bien sûr, c'est de l'intox. C'est vieux comme le monde. C'est utilisé aussi. Voilà. Non, même pas juste. Par contre, moi, sur ce week-end sur la toile, j'ai quand même assisté, enfin sur mes réseaux sociaux à moi, à beaucoup de soutien autour des autorités ivoiriennes, et j'ai vu ça de tous bords, parce que je suis ami avec des gens qui sont de l'opposition, d'autres du parti en pouvoir, mais j'ai quand même été content de voir que les gens se réunissaient sur le fait qu'il fallait prier pour nos autorités et pour que ces autorités-là recouvrent la santé. J'ai vraiment aimé cet élan de soutien en espérant que ça continue comme ça. On l'a constaté également. Il y a une union sacrée, on l'a vu en France, parce que le président Macron a été déclaré positif à la Covid. Il y a eu une forme d'union sacrée autour de lui. C'est normal, ce sont des autorités. Il y a un élan fraternel, il y a un élan de patriotisme, il y a un élan nationaliste, il y a un élan humain, rien que ça, qui vous emmène à souhaiter du malheur. Après, c'est pas tant qu'ils se réjouissent aussi. Vous savez, même, pour ce qui est d'annoncer les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a des gens dont c'est le plaisir absolu. C'est-à-dire, il faut que je sois le premier à appeler Brice pour dire attention, il y a un tel qui est décédé. Qu'est-ce que ça m'apporte? Bon, certaines personnes en jubilent. Mais je pense que c'est pas très malin parce que c'est des formes de stratégie un peu avortées d'elles-mêmes comme ça, parce qu'il y a un démenti quelques heures après. Mais après, entre-temps, l'information vit les proches de ces personnages. Je veux dire, ça déstabilise forcément. Mais c'est un peu l'objectif dans certains secteurs. Comme je dis, il y a de la stratégie dans certains secteurs. Dans certains, c'est stratégique, mais dans d'autres, c'est la passion de certaines personnes. Mais oui, et Serge, même pour aller plus loin, même pour les vrais morts, il y a beaucoup maintenant de vidéos de sensibilisation où les gens demandent de respecter assez les proches de cette personne décédée pour éviter d'annoncer la mort de la personne à la minute, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes après le décès d'une personne. Moi, quand mon père est décédé, je l'ai appris par téléphone, on me l'a annoncé, mais 30 minutes plus tard, c'était sur WhatsApp, c'était sur Facebook, et je trouve que c'est morbide de vouloir toujours annoncer en premier la mort de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bon, autre chose, et c'est en bref, ça malheureusement, c'est pas une fake news. On apprenait, c'est l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo qui a perdu la vie dans une attaque armée, alors qu'il accompagnait donc un convoi humanitaire de l'ONU. C'était ce vendredi, ce 22 février, pardon. Il s'appelle Luca Antaniosio. Il est tombé donc dans une embuscade tendue dans le Nord Kivu par un groupe non identifié, le diplomate italien. On le rappelle, accompagnait donc un convoi du Programme alimentaire mondial, le PAM. Prix Nobel de la paix 2019. Il a été donc mortellement blessé et son garde du corps et son chauffeur ont été également tués. C'est en 2017 que l'ambassadeur est arrivé en RDC et il avait 43 ans. Ça ramène un tout petit peu encore à la bêtise humaine, rien que ça. Voilà, de s'en prendre à des personnes. Et puis là encore, dans le cas d'espèce, dans ce cas, on parle d'un convoi du Programme alimentaire mondial. En fait, qui allait faire du bien. Les convois en général des Nations Unies, que ce soit pour le PAM, la FAO ou l'UNICEF ou Médecins sans frontières, sont particulièrement et régulièrement visés dans les zones de guerre en général. Donc c'est terrible et ça ne fait qu'empirer finalement. Ça ne fait qu'empirer, donc c'est une triste nouvelle en tout cas. Très bien. L'imminente
professeur Ngueta Carolan nous a rejoint autour de cette table. Et je rappelle, il est professeur de cardiologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est chef du service de cardiologie interventionnelle à l'Institut de cardiologie d'Abidjan et chef du service des urgences à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Comment vous faites pour pouvoir gérer tout ça? C'est la première question que je vous pose. Parce que vous avez minimum 3 casquettes avec de lourdes responsabilités. Oui, c'est d'abord l'engagement. C'est d'abord un engagement fort pour faire de la cardiologie et ensuite faire de la cardiologie interventionnelle. Gérer des urgences cardiovasculaires, il faut un engagement fort et un dévouement à la tâche au quotidien pour sauver des vies. C'est vrai, quand on en parle de médecin, on n'entend pas très souvent, on dit il est cardiologue. Alors, en quoi consiste votre métier? Vous êtes cardiologue, vous vous occupez du cœur, comment vous faites? Et après, dans votre cas, vous avez une spécialité qui est interventionnelle. Donc, en un bloc. En quoi consiste votre métier et votre spécialité? Ok, enfin, la cardiologie interventionnelle, parce que je suis cardiologue interventionnel, est une sous-spécialité de la cardiologie qui consiste à traiter les affections cardiovasculaires par des abords percutanés pour simplifier un peu, en fait, traiter les patients qui ont des affections cardiaques, notamment des affections sur les artères du cœur, des affections sur les valves cardiaques, c'est-à-dire les portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour que le sang passe à travers le cœur, sans avoir à ouvrir le thorax des patients. Donc, à partir d'un abord artériel périphérique, on arrive dans ce cœur et on répare ces anomalies cardiaques sans laisser en fait de traces, sans laisser de cicatrices sur le thorax du patient. Pour donner une image, ce n'est plus une opération à corps ouvert où on prenait le bistouri. Le bistouri pour Absolument. ouvrir le cœur et donc de cette manière. Maintenant, c'est juste une petite entaille ou une sonde qui rentre et qui fait le travail. Absolument. C'est juste une petite piqûre. Oui. Et donc, on fait un petit trou dans une artère et à partir de ce trou, on amène un certain nombre de dispositifs jusqu'au niveau du cœur. Et on réussit à traiter des lésions cardiaques à partir donc, de cet abord artériel. C'est une intervention de précision. Absolument. Et souvent réalisée en situation d'extrême urgence. Parce que les patients, par exemple, qui font des crises cardiaques, puisque c'est une des affections qui est prise en charge par cette technique, les patients qui font des crises cardiaques obstruent de façon brutale une artère qui s'appelle une artère coronaire. Donc, ce sont des artères qui apportent le sang. Donc, quand ces artères sont obstruées de façon brutale, il faut, dans l'urgence, essayer d'aller réouvrir cette artère et puis implanter un dispositif à l'intérieur de cette artère qu'on appelle des stents. C'est très intéressant ce que vous dites là, docteur. Rihanna, vous avez une question? Oui, en fait, on fait le contraste entre 2 méthodes, justement, d'opération, on va dire. Quelle est la plus risquée? Quelle est la moins risquée? Parce qu'on passe du stade où on travaille à cœur ouvert, Brice, pour aller sur tes jeux de mots, et puis on vient à une évolution où c'est seulement une petite piqûre qui va faire le travail. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à cette petite piqûre? Absolument, on peut faire confiance. En fait, c'est moins lourd pour le patient, puisque ça se fait sous anesthésie locale, il faut le savoir. Dans la plupart des cas, le patient est conscient, il regarde ce qui se passe, et il n'a pas de douleur et c'est relativement moins risqué parce que voilà, c'est moins risqué, l'anesthésie est moins lourde et les interventions sont relativement rapides et les techniques sont assez pointues. C'est un vrai progrès dans la prise en charge des affections cardiovasculaire. Ah bien. Alors, moi, j'avais envie d'aller un peu dans le prolongement de ce que vous dites. Aujourd'hui, depuis quand est-ce que cette technique existe en Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, on parle d'évolution, justement, technologique. Comment est-ce que vous constatez que ça a quand même pu apporter, peut-être pu réduire le taux de mortalité, les risques, etc.? C'est une très bonne question. Effectivement, cette technique a été développée depuis 2010. En Côte d'Ivoire. On va dire c'est assez récent. J'ai eu l'honneur d'être formé à Paris à cette technique et d'être le premier Ivoirien justement à pouvoir implanter, développer cette technique. Vous le dites rapidement avec beaucoup d'humilité, mais je vais revenir là-dessus, docteur. Vous êtes le premier Ivoirien cardiologue interventionnel. Je crois que c'est important qu'on... Vous l'avez dit rapidement, mais pour moi, c'était important que je revienne là-dessus. On est fiers, en fait, c'est pourquoi j'en parle. C'est ça. Merci. Et donc, en 2010, quand je suis rentré de France, on a pu réaliser ces premières interventions sur des patients vivant en Côte d'Ivoire ou de passage en Côte d'Ivoire qui étaient dans des situations d'urgence.
Et depuis lors, on a réalisé des milliers d'interventions. Okay. Et on a formé aussi d'autres cardiologues interventionnels. Et donc aujourd'hui, on est largement capable de prendre en charge, selon cette technique-là, des patients qui nécessitent. Vous avez mentionné la France dans votre parcours, parce que c'est là que vous avez été formé. Vous auriez pu rester en France pour continuer votre carrière, vu tous les équipements et les plateaux techniques et la technologie dont dispose la médecine française, avec tous les avantages aussi qu'il y a. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous êtes revenu en Côte d'Ivoire? Effectivement, c'est une très bonne question, parce que c'est une question que les collègues français déjà me posaient avant que je rentre. Vous êtes hérétique? Pourquoi? Effectivement, en 2010, en plus, c'était un moment difficile pour la Côte d'Ivoire. Mais justement, j'ai répondu que c'est en ce moment-là qu'on aura plus besoin de nous ici, en Côte d'Ivoire. Parce que d'abord, je savais que les patients faisaient des crises cardiaques et donc avaient besoin d'être pris en charge aussi de façon optimale. Et je pense que j'allais être beaucoup plus utile en Côte d'Ivoire et même, on va dire, en Afrique subsaharienne, parce qu'il faut savoir aussi que la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays en Afrique subsaharienne, notamment dans l'espace francophone, à développer cette technique. Et donc, on prend en charge des patients aussi qui viennent de la sous-région. Donc, en France, c'est vrai, il y a beaucoup plus il y a des milliers de cardiologues interventionnels. Je pensais en tout cas que j'allais être beaucoup plus utile dans mon pays et rendre beaucoup plus de services à des patients de la Côte d'Ivoire et de la sous-région que de rester en France. Mais être utile, c'est une chose, mais quand vous arrivez avec une telle expertise qui n'est pas forcément la même, on va dire, sur le terrain ivoirien, quelles sont les premières difficultés? Est-ce que vous arrivez à collaborer avec les autres? Est-ce qu'ils comprennent votre langage? Oui, effectivement, c'est un vrai challenge de développer de telles techniques dans notre pays. Mais j'ai eu la chance de travailler quand même à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, qui est un centre quand même d'excellence, je pense, en Côte d'Ivoire et en Afrique, où les structures étaient quand même adaptées pour pouvoir commencer à développer quelque chose. Et donc, je me suis appuyé sur cet environnement-là, qu'est l'Institut de cardiologie d'Abidjan, avec ses équipes, sa direction, ses dévanciers qui nous ont vraiment accompagnés pour pouvoir développer cette technique-là en Côte d'Ivoire pour le bien de la population ivoirienne, mais aussi, comme je disais, pour le bien des populations. Vous êtes très gentil, docteur et professeur, et même très diplomate, j'ai envie de dire, parce que moi, dans ma tête, je dis, vous rentrez de France avec une technique qui est nouvelle, et certainement que sur place, on n'est pas préparé à avoir les moyens qui accompagnent votre domaine d'intervention. Donc, vous avez été très gentil de dire, vous avez bénéficié de ça. Mais en vrai, je suis sûr que vous avez rencontré des difficultés concernant les moyens dont vous avez besoin pour pratiquer ces interventions. Oui, absolument. Il y a eu des difficultés. Et les difficultés continuent d'exister. Chaque jour, on continue de nous battre pour que ces moyens soient à notre disposition pour qu'on puisse prendre en charge efficacement les patients. Donc, il y a eu beaucoup de cas d'AVC en Côte d'Ivoire, des jeunes. Je pense que c'est l'une des premières causes de mortalité aussi en Côte d'Ivoire, l'hypertension artérielle, qui cause également les maladies cardiovasculaires, en fait. Donc, c'est pas Et aujourd'hui, la cardiologie interventionnelle représente-t-elle une forme de réponse efficace contre cette pathologie? Absolument. Absolument. Je vous ai parlé de la crise cardiaque, de l'infarctus du myocarde. Ça tue énormément de patients. Vous avez sans doute appris des personnes qui meurent de façon subite. Oui. En général, ce sont des infections cardiovasculaires. Donc, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux. Et aujourd'hui, justement, la cardiologie interventionnelle permet d'apporter une réponse efficace devant ces situations-là. Vous sont très concrètes. Aujourd'hui, un patient qui se retrouve dans cette situation-là, combien de temps il faut pour que, parce que là, c'est plus des interventions à cœur ouvert qui nécessitent une prise en charge d'un plateau exceptionnel. En combien de temps vous pensez intervenir aujourd'hui pour sauver un patient dont on détecte tout de suite des signes d'AVC? Bon, il y a l'AVC, l'AVC, la crise cardiaque, c'est l'AVC, notamment l'AVC ischémique, c'est-à-dire lorsqu'on obstrue une artère du cerveau ou bien lorsqu'on obstrue une artère du cœur, on déclenche une vraie course contre la montre. Donc, plus le temps passe, plus vous perdez du muscle cardiaque, donc plus vous perdez du cerveau. Donc, plus vite vous arrivez à l'hôpital, mieux c'est pour votre cœur ou même pour votre cerveau. Donc, on essaie de faire en sorte que les patients arrivent le plus tôt possible à l'hôpital. Idéalement avant les 6 premières heures, pour pouvoir déployer ces outils-là afin de sauver les patients
et surtout de laisser sans séquelles. Parce qu'il faut savoir justement que dans cette pathologie-là, le temps est très important. C'est pour cela qu'il faut traiter les patients en urgence. Il ne faut pas attendre, laisser passer le temps et ensuite organiser des prises en charge qui finalement sont des prises en charge des séquelles, et non de la maladie. Professeur, moi j'ai deux questions qui sont peut-être liées. C'est une question de coût. Aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies. Est-ce que l'Ivoirien a forcément les moyens d'accéder à ce type d'intervention-là? Et c'est là où vient ma deuxième question. Est-ce que, en termes de protocole également, vous êtes obligé aujourd'hui d'évoluer dans ce sens et de laisser carrément tomber cette opération classique à cœur ouvert? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, si on n'a pas les moyens d'avoir accès à ce type d'intervention, on a quand même l'option de se faire opérer de cette façon-là? Ce que vous devez savoir, c'est que la chirurgie à cœur ouvert coûte encore beaucoup plus cher. Ah, ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Je le disais tout à l'heure, parce que la préparation est plus longue. Oui, la chirurgie coûte beaucoup plus cher, parce que le temps d'hospitalisation est plus long, le matériel est plus lourd, alors que pour les techniques interventionnelles, en 48 heures, 72 heures, le patient, il est traité, il sort de l'hôpital. Pour le même résultat? Pour le même résultat, parfois même pour un résultat meilleur. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un peu cela. Maintenant, effectivement, ça reste quand même lourd. C'est des techniques qui sont encore coûteuses, c'est du matériel qui est coûteux. Et c'est là où, effectivement, dans les structures publiques, ces efforts doivent être faits par l'État, par des financiers pour nous accompagner. Justement, à propos des chiffres, Madame Broublé en parlait tout à l'heure, en une journée comme celle d'aujourd'hui, en moyenne, vous avez combien de patients et combien d'interventions pour réaliser en une journée, par exemple, docteur? En une journée, puisque c'est des interventions qui durent à peu près une heure de temps. Ah, c'est pas long. C'est pas très long. Donc, en une matinée, on peut faire 5-6 patients. Donc, en une journée, on peut faire 10 patients. Sans trop de... En intervention. En consultation, combien? La consultation, c'est différent. C'est 15-20 malades qu'on peut voir au cours d'une consultation. En moyenne, dans une journée, en une semaine, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de patients qui souffrent de pathologies cardiaques en Côte d'Ivoire? Ah oui, beaucoup de patients souffrent de pathologies cardiaques en consultation. Vous voyez que, par exemple, à l'Institut de cardiologie où je travaille, c'est à peu près 20 patients par médecin. Il y a 5 médecins qui viennent en consultation. Il y a 5 médecins qui consultent le matin et chaque médecin a à peu près 20 patients. Donc, il y a beaucoup de patients qui souffrent d'affections cardiovasculaires. Il y a beaucoup de patients aussi qui ont des affections graves qui malheureusement parfois sont diagnostiquées au stade de complications. Et vous parlez de nombre de médecins, vous parlez de 5 médecins, donc comme vous évoquez ce volet-là, dans les recherches, on nous signale qu'au niveau de votre domaine, de la cardiologie interventionnelle, vous n'êtes que 4 ou 5 dans votre domaine. Vous étiez le premier, il y en a combien qui ont été formés après vous? Après moi, j'ai 2 assistants qui sont aussi allés à Paris, qui sont rentrés, qui sont en fonction à Abidjan. Et il y a 2 autres qui sont actuellement aussi en France, en train de former, dont une femme d'ailleurs. Et ça, je suis très heureux d'avoir pu convaincre une femme. C'est une jeune dame qui est en formation, qui va être la première ivoirienne femme, et puis une des rares femmes aussi en cardiologie interventionnelle en Afrique. C'est un métier qui est un peu, on va dire, pendant longtemps, on a cru qu'il s'est réservé qu'aux hommes. Donc voilà, et puis ensuite, on a beaucoup de cardiologues qui sont en formation et qui sont destinés à la cardiologie interventionnelle, qui sont dans notre jargon qualifiés de juniors, mais qui contribuent au développement de l'activité. Combien de temps faut-il pour former un cardiologue afin qu'il devienne un cardiologue interventionnel senior, certainement? C'est ça. D'accord. Donc là, déjà, pour être cardiologue, il faut, après son doctorat d'État en médecine, il faut passer 4 ans pour la spécialisation. Passez 4 ans, au bout des 4 années, vous devenez cardiologue. Et si vous voulez devenir cardiologue interventionnel, il vous faut 2 années supplémentaires, en général, qui se font hors de la Côte d'Ivoire. Puisque c'est en général en France, aux États-Unis, en Europe, enfin au Canada. Au Canada, pour pouvoir... Combien d'années d'études au total, en global? En global. C'est un terme. Franchement, c'est un terme. J'ai failli vous emprunter le terme, mais bon, je me retiens. Je suis d'accord, je ne vous en voudrais pas. Donc, non, en fait, ça fait 7 années d'études à la faculté de médecine, 4 années pour la formation de cardiologue, et puis 2-3 années. Ça va coûter cher comme formation. Donc ça fait 7 plus 4 plus 2. Voilà. C'est pas pour vous, mais nous, on va parler à qui de droit, certainement. Aujourd'hui, il y a une technique
qui permet de sauver des vies à moindre coût et de façon beaucoup plus efficace. On n'a que 4 personnes qui réalisent cela depuis 10 ans environ. Bon, est-ce que dans vos plaidoyers, vous rencontrez des personnes qui décident dans ce pays-là? Est-ce que vous voulez expliquer, est-ce qu'ils comprennent la nécessité d'avoir un plus grand nombre de médecins? Non, la question s'est à poser, est-ce que finalement, est-ce que les jeunes étudiants, est-ce qu'il y a une vocation, est-ce qu'il y a un intérêt, il y a une véritable vocation pour devenir cardiologue au sein des étudiants en médecine, par exemple? Est-ce que vous sentez cette vocation? Oui, on le sent très nettement. Vous savez, je me suis occupé de la formation, j'ai coordonné la formation de cardiologie pendant une dizaine d'années. On formait à peu près 3-4 cardiologues par an. Par an. De 2009 à 2020, on a formé près de 80 cardiologues. Ça fait 11 ans, oui. Voilà, en 11 ans, on a formé près de 80 cardiologues. C'est vrai qu'il y a des cardiologues aussi qui viennent de la sous-région et puis même de l'Afrique centrale, mais je sens un vrai bon. Mais est-ce qu'ils ne fuient pas la Côte d'Ivoire après leurs études pour avoir mieux ailleurs? Non, ils ne fuient pas. Ils restent sur place. La plupart restent sur place pour pouvoir contribuer à la prise en charge des affections. Ben voilà, c'est une... Oui, Madame Diallo, je ressens son envie de poser une question. Oui, non, parce que c'est une question extrêmement importante. Hein. Ben, tout comme toutes celles qui sont sur ce plateau. Vous allez comprendre pourquoi. Mais non, toutes les questions sur ce plateau sont importantes. Je sais. Allez-y. Particulièrement importante pour moi, alors. Très bien. Voilà, je précise. Docteur, professeur, quand est-ce qu'il faut consulter? À partir de quel âge? Et au-delà de l'âge, si on présente, quel type de symptômes devrait nous pousser à consulter un cardiologue? Déjà, effectivement, l'âge peut être un repère pour pouvoir consulter. En général, après 40 ans, il faut commencer à faire attention. Okay, c'est bon. À partir de 40 ans, il ne faut pas hésiter à faire un bilan cardiologique, voir un cardiologue, même si on n'a aucun symptôme. Il aurait bien été important pour notre réel de voir le soulagement. Non pas le soulagement, mais les expressions faciales ont été différentes, c'est vrai. On a déjà vu à 29 ans. Mais voilà. Oui, donc, mais attention, pourquoi j'ai parlé de symptômes? Mais 40 ans, voilà, si vous n'avez aucun symptôme, si vous pensez être en bonne santé, vous voulez avoir d'activités sportives et tout ça, il faut consulter un cardiologue, c'est bien pour pouvoir faire un bilan cardiologique et puis vous faire une idée précise à ce niveau-là. Maintenant, il ne faut pas aussi négliger les symptômes. Oui. Et dans les symptômes, il y a la douleur thoracique, la douleur dans la poitrine, qui peut cacher, donc on a parlé souvent de la crise cardiaque, donc il faut faire attention à la douleur thoracique. Il y a l'essoufflement, qu'on appelle la dyspnée. Donc, quand vous faites un effort, que vous êtes essoufflé, ça peut être en rapport avec une affection cardiovasculaire. Ou bien il y a des palpitations, c'est-à-dire que quand vous commencez à sentir votre cœur battre, logiquement, vous ne devez pas sentir votre cœur battre. Donc quand vous commencez à sentir que votre cœur bat, il ne faut pas hésiter à consulter. Donc, les douleurs au bras gauche, souvent, ou pas? Les douleurs au bras gauche, en fait, dans la crise cardiaque, la douleur peut commencer dans la poitrine, commence dans la poitrine et irradie, comme on dit, dans le bras gauche. Donc effectivement, attention, des fois une douleur, une gêne dans la poitrine avec une douleur dans le bras gauche peut cacher une affection cardiovasculaire. Mais il y a Radia qui est déjà en pleine consultation. Ouais, c'est ce que je constate. Non, mais c'est ce que je constate. Non, je veux dire, je pose des questions. Voilà. La preuve, les expressions faciales, Brice, ça n'a pas menti. Effectivement. Alors, docteur, je parlais des moyens dont vous disposiez tout à l'heure. Vous m'avez dit, on est rentré avec notre compétence et puis on a trouvé sur place une bonne équipe. Mais bon, alors qu'est-ce qui justifie justement qu'il y ait aujourd'hui, parce qu'avec cette technique-là, on peut comprendre qu'il y ait des malades que vous traitez ici, mais il y en a d'autres qui choisissent d'aller se faire soigner à l'extérieur. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en ce qui se trouve ici? Pourquoi ils sont à l'extérieur? Effectivement, ça c'est une question qui revient souvent. Mais moi, ma réponse c'est que premièrement, le patient, il a le choix. Il a le choix de son médecin et de son environnement de soins. Donc ça, c'est important, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et ensuite, dans notre contexte, il y a, il ne faut pas se le cacher, dans certains secteurs, un déficit au niveau du plateau technique. Donc ce déficit-là fait que parfois, pour certains traitements, pour certaines interventions, on est obligé d'avoir recours à l'extérieur. Mais bien souvent, et ça c'est un peu peut-être aussi la faute des professionnels que nous sommes, nous ne faisons pas assez connaître ce dont nous sommes capables de faire. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'être invité aujourd'hui sur ce plateau, voilà, pour pouvoir
dire à la Côte d'Ivoire qu'on est capable de réaliser des actes cardio-interventionnels, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. En fait, ça nous rassure, en fait, parce que Et donc, on se dit qu'il n'y a pas de spécialistes sur donc place. ça, c'est important. Oui. Et ensuite... Parce que vous, par exemple, bon nombre d'Ivoiriens vous découvrent ce soir sur notre plateau. Et il n'y a pas que nous, il y a même à c'est ça, l'extérieur. c'est ça. Alors que, effectivement, depuis 10 ans, on a quand même sauvé beaucoup de patients. Des Ivoiriens comme des non-Ivoiriens. Et des gens aussi qui sont venus de l'extérieur pour venir se faire soigner ici en Côte d'Ivoire. Mais justement, avec tous ces moyens dont on dispose en Côte d'Ivoire, si on veut faire une petite comparaison avec la sous-région, où se placerait justement la Côte d'Ivoire en termes de traitement de ces pathologies-là cardiaques? On a un vrai leadership, je pense, je peux le dire en toute humilité, mais quand même la Côte d'Ivoire a un vrai leadership en matière de cardiologie, parce que vous savez, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, c'est un centre qui a été créé depuis plus de 40 ans par le président Houphouët-Boigny. Et dès le départ, on en a fait un pôle d'excellence. Donc c'est un des fleurons de la médecine en Côte d'Ivoire, et où l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup investi, à la fois dans la formation du personnel, aussi dans les équipements. C'est vrai qu'on est un peu jalousé même par les autres structures publiques, au point où certains pensent que l'Institut de cardiologie est un hôpital privé. En réalité, c'est un hôpital public, mais où effectivement l'État a mis beaucoup de moyens pour pouvoir améliorer les plateaux techniques. Donc ce n'est pas toujours le cas je l'avoue, dans peut-être d'autres secteurs, dans d'autres spécialités, et donc ce qui peut justifier parfois certains recours Parce que il y a des préjugés, il y a des rumeurs. On disait qu'en Côte d'Ivoire, on n'avait qu'un seul cardiologue. Après, il y en avait deux. C'était celui du... Bon, enfin bref, aujourd'hui, on est très heureux. Et quand on préparait cette émission, on s'est bien rendu compte que vous avez même été révélé aux Ivoiriens, parce que d'autres personnes révélaient à l'extérieur, des Européens disaient, vous avez en Côte d'Ivoire quelqu'un, un spécialiste comme ça. Wow. Absolument, effectivement. Par exemple, il y a des hommes d'affaires qui sont de passage en Côte d'Ivoire, ou bien des diplomates qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont eu à faire des crises cardiaques et qui ont été pris en charge par nos équipes. Et donc ceux-là, c'est ceux-là même qui ont été parfois les relais pour nous à l'étranger, qui ont fait que, bon, par exemple, on a été souvent invité par exemple, sur le plateau de Radio France Internationale pour expliquer un peu que voilà, c'est des techniques qui sont développées en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à mettre en place un plan d'action pour mieux vous faire connaître et justement peut-être sauver tous ces Ivoiriens qui ne savent pas que cette technologie existe? Oui, on essaie. Effectivement, on n'est peut-être pas très bon dans ce secteur. Non, on va s'engager ce soir. Franchement, professeur, je pense on est sûrement pas sur ce plateau va s'engager à faire la promotion, à relayer ce que vous faites, parce que nous estimons que ce que vous faites est très, très important. Et c'est important qu'on le partage. Et la question aussi, la préoccupation, c'est de savoir, lorsqu'on a un AVC, est-ce qu'en dehors de l'Institut de cardiologie, on peut être assuré d'aller dans un centre hospitalier universitaire, un CHU, et avoir le même soin, les mêmes techniques qu'à l'Institut de cardiologie, parce qu'on ne peut pas tous aller se faire soigner en urgence d'un AVC. On a un CHU, des CHU à côté. Est-ce que dans ces centres, on peut bénéficier de ce type de technologie et de services de cardiologues comme vous? Oui, pour les AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux, les services de neurologie, en réalité, sont des services qui sont aussi en première ligne pour prendre en charge ces patients-là. Et on a un spécialiste qui s'est formé dans ce qu'on appelle la neurologie vasculaire, donc qui est capable aujourd'hui justement de prendre en charge ces AVC-là en situation aiguë, d'essayer de mobiliser l'équipe pour détruire aussi le caillot qui est dans le cerveau. Donc ça aussi, cette technique est possible en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on va le recevoir d'ici la semaine prochaine. Voilà. Et donc, donc c'est un peu ces éléments-là qu'on doit faire promouvoir, faire connaître, et puis rassurer un peu aussi la population. Parce que comme je le disais, effectivement, certains de nos compatriotes continuent d'aller à l'étranger, parce que nous aussi, on a le devoir de les mettre en confiance. De les mettre en confiance et de montrer qu'on existe, qu'on est capable de faire, et qu'on continue aussi de nous aider à maintenir, voire à améliorer les plateaux techniques. C'est fondamental. Vous êtes à la tête d'une organisation, d'une ONG. Absolument, voilà. oui. De quoi s'occupe-t-elle? Donc c'est le GRAM,
C'est une ONG que nous avons créée, c'est le groupe de recherche et d'action contre les maladies cardiovasculaires. C'est une ONG qui a pour vocation de surtout accompagner la formation des acteurs, parce que c'est important aussi qu'il y ait des acteurs bien formés, que ce soit les médecins comme les paramédicaux, mais aussi organiser et structurer les dépistages des affections cardiovasculaires. Parce que dans les affections cardiovasculaires, beaucoup de patients en fait ont ces affections, mais ils ne savent pas. Même l'hypertension, souvent, certains ne savent pas hypertendus. Certains ne savent pas qu'ils ont une affection, une cardiopathie ischémique, c'est-à-dire qu'ils ont des artères qui sont déjà malades. Donc, ces patients-là, il faut les dépister. Il faut les dépister. Et l'ONG, justement, que nous avons mis sur pied a pour vocation d'accompagner toutes les structures qui veulent s'engager dans la réduction de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires. Comment est-ce le réseau? Comment on peut rentrer en contact avec l'ONG? On fait de la pub gratuite. Oui, non, merci. Je suis très touché. Je suis très touché et je reviendrai volontiers. Avec plaisir. On voit de l'état. Donc, c'est le groupe de recherche et d'action contre les maladies vasculaires. Je suis le président de ce groupe et sur cram.ci, vous pourrez avoir des informations sur cette ONG qui lance bientôt, en partenariat avec d'autres ONG internationales, un vaste programme de dépistage des maladies cardiovasculaires, notamment en milieu rural. Vous pouvez compter sur nous pour être le relais de ce mouvement-là. Merci, professeur. Je rappelle, professeur Ngueta Akarolan, vous êtes professeur de cardiologie à l'université Félix Houphouët-Boigny et chef du service cardiologie interventionnelle à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. On peut vous retrouver certainement également au service des urgences à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Vous êtes le premier Ivoirien spécialiste en implantation d'un dispositif intracoronaire. Je veux le rajouter en fait de l'émission. Merci. Vous êtes une vraie fierté pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci, mesdames. Merci mesdames. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été en notre compagnie, d'avoir suivi ce rendez-vous du Live Talk, le tout premier pour la semaine. Demain, il y en aura un autre, Inch'Allah, comme aurait dit Madame Diallo. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Demain. Amen. Merci.